Les entreprises chinoises représentent en effet 27% du classement Fortune 500, ce qui constitue une réussite majeure à un moment où les grandes économies sont en récession en raison de la pandémie de Covid-19. Le classement Fortune signifie que les entreprises chinoises ont gagné en taille et sont reconnues dans le monde entier, et la Chine est un pays prospère avec un énorme potentiel économique. La prospérité est fortement liée avec le fait que la Chine est la seule grande économie à avoir réussi à contenir en grande partie la pandémie de Covid-19 à l'intérieur de ses frontières et à atteindre une croissance positive l'année dernière. Le mérite des réalisations de la Chine revient au puissant leadership du Parti communiste chinois, au travail acharné du peuple chinois et aux efforts conjoints de tous les niveaux de gouvernement et d'entreprise. Deux aspects doivent cependant être améliorés. La plupart des entreprises chinoises figurant sur la liste Fortune 500 sont des entreprises publiques. Les entreprises privées chinoises doivent donc s'efforcer de figurer sur la liste. En outre, les entreprises chinoises doivent augmenter leur taux de profit car il reste bien inférieur à celui des entreprises américaines. Plus important encore, les entreprises chinoises qui figurent sur la liste doivent réaliser des percées en matière d'innovation. Par exemple, dans le secteur des logiciels, Android de Google détient 81,5% du marché et iOS d'Apple 18,4%. Même en Chine, les entreprises chinoises de logiciels ne représentent qu'environ 10% du marché intérieur. Il est temps que les entreprises chinoises renforcent la recherche et le développement et maîtrisent les technologies de base pour élargir leur marché. Le e-commerce a explosé suite à la pandémie de Covid-19, notamment en Chine où les livraisons ont largement augmenté en 2020. Si l'on remarque une baisse de 15% des livraisons de cargaison à la première partie de l'année 2021, le secteur n'en reste pas moins en plein essor. C'est dans cette optique que le géant du commerce en ligne, JD.com, veut créer sa propre ligne aérienne, explique le South China Morning Post. Elle sera mise en place en collaboration avec l'aéroport de Nantong, une ville de plus de 7,7 millions d'habitants, située dans la province de Jiangsu, à l'est du pays, région d'origine du milliardaire Richard Liu, le fondateur de JD.com. L'entreprise va contribuer à 75% du capital de départ. Il s'agira de la première compagnie aérienne de fret en Chine, financée par une plateforme de commerce électronique, et la troisième compagnie aérienne de fret privée du pays, après SF Express et YTO Express. Pour l'heure, JD Logistics, la branche de l'entreprise dédiée à la livraison, n'a pas dévoilé plus de détails sur le projet. JD Logistics continue son expansion après l'annonce, en octobre 2020, de déployer une flotte de 100 000 robots livreurs d'ici les 5 prochaines années. Elle dispose d'ores et déjà de services de livraison par voie aérienne dans près de 300 villes chinoises à travers des partenariats avec de nombreuses compagnies du pays. Par ailleurs, elle a réalisé une introduction en bourse très réussie à Hong Kong au mois de mai dernier. Alibaba, leader de l'e-commerce chinois et grand rival de JD.com, n'a pas la même approche que ce dernier dans le secteur de la livraison. Elle coopère en effet avec plus de 3000 compagnies aériennes à travers le monde. Depuis mercredi, après la mise en service de sa dernière section, l'autoroute Beijing-Urumqi, la plus longue autoroute traversant un désert dans le monde, est entièrement ouverte à la circulation. L'autoroute, reliant la capitale chinoise Beijing à Urumqi, capitale régionale du Xinjiang, possède une longueur totale de 2800 km, dont plus de 500 km de terre désertique et inhabitée. Outre Beijing et le Xinjiang, l'autoroute traverse 4 autres régions de niveau provincial, le Hebei, le Shaanxi, la Mongolie intérieure et le Gansu, dans le nord et le nord-ouest de la Chine. Cette dernière permet de réduire la distance routière entre Urumqi et Beijing de 1300 km, ce qui en fait la route la plus rapide pour traverser le nord de la Chine. Ils sont en plein essor sur le marché occidental. Les vins chinois ont de plus en plus la cote ces dernières années et cela se ressent dans ses exportations. En haut du classement, ceux de la province de Ningxia. Au cours des 6 premiers mois de l'année 2021, la valeur des exportations de ces vins a atteint 3,65 millions de yuan, soit près de 480 000 €, une augmentation de 75% par rapport à l'année 2020.
Les deux grandes marques ayant investi dans les vignobles de la petite province de Chine, Shangyu et The Great Wall, située à 900 km à l'ouest de Pékin, ont toujours exporté leur vin vers l'Europe. Mais de nouvelles stars ont pris la relève comme Silver 8, Elan Kinghe ou encore Canaan. Pour les spécialistes, les vins de Ningxia sont très demandés sur le marché international car les consommateurs sont de plus en plus curieux et recherchent en permanence de nouveaux vins. Malgré tout, le marché chinois du vin est encore loin de la France, qui reste le premier exportateur. Publié le 3 août par le ministère chinois de l'Éducation et 8 autres départements gouvernementaux, le texte a indiqué que les 6 universités normales administrées par le ministère de l'Éducation et les universités normales de haut niveau relevant de l'administration du gouvernement provincial seront chargées d'enrôler les étudiants. Le texte ajoute que ces étudiants n'auront pas à payer de frais de scolarité ou d'hébergement et recevront même des subventions pour leurs frais de subsistance. Et parce qu'ils seront diplômés d'universités normales de haut niveau, ils n'auront pas besoin de passer des tests pour obtenir leur diplôme d'enseignant. Les étudiants devront toutefois signer un contrat qui les engage à enseigner dans des écoles situées dans des zones sous-développées pendant au moins 6 ans, toute rupture de contrat étant inscrite dans leur dossier de crédit social. Liu Yichun, président de l'Université normale du nord-est de Changchun, capitale de la province du Jilin, dans le nord-est de la Chine, a déclaré que l'égalité en matière d'éducation est la base de l'égalité sociale, soulignant que la Chine a pris diverses mesures pour garantir l'égalité en matière d'éducation, notamment l'amélioration des installations d'enseignement et de la qualité des enseignants et la mise en place d'un système d'aide financière aux étudiants. Selon lui, les installations et l'équipement pédagogique des écoles rurales ont connu une amélioration significative ces dernières années, mais la qualité des enseignants reste le maillon faible de l'éducation rurale. De nos jours, a-t-il noté, l'égalité en matière d'éducation ne se limite plus à garantir que tous les élèves ont accès à l'éducation, mais à s'assurer qu'ils peuvent bénéficier d'un accès égal à une éducation de qualité. D'après le ministère, un programme lancé en 2006 a déjà embauché 950 000 diplômés universitaires pour enseigner dans plus de 30 000 écoles rurales, dans plus de 1000 comtés dans 22 régions provinciales du centre et de l'ouest du pays. Le gouvernement central a investi 71 milliards de yuans, soit 11 milliards de dollars dans ce programme. Plus de 95% des enseignants enseignent dans les écoles des cantons ou des villages et le programme est devenu un moyen important pour les diplômés universitaires de trouver un emploi, a indiqué le ministère, précisant que le gouvernement central avait alloué 20,6 milliards de yuans de subventions à 1,3 million d'enseignants ruraux de 2015 à l'année dernière. Au cours de la dernière décennie, plus de 20 milliards de yuans ont été alloués au logement des enseignants ruraux et 17,2 milliards de yuans ont été dépensés pour des programmes nationaux de formation à leur intention. Les dépenses en recherche et développement dans l'agriculture et l'élevage représentent depuis longtemps plus de 60% de l'investissement total en recherche et développement de la région, a indiqué le département des sciences et technologies du Tibet. Dans le même temps, a-t-il ajouté, la région a popularisé une série de nouvelles variétés, technologies et équipements d'agriculture et d'élevage au cours des dernières décennies, avec plus de 150 nouvelles variétés de cultures cultivées. L'innovation scientifique et technologique a également contribué à augmenter les revenus des agriculteurs et des éleveurs. Enfin, selon un livre blanc publié en mai, en 2020, le revenu disponible par habitant des habitants des zones rurales du Tibet était de 14 598 yuans, soit environ 2 250 $, en hausse de 12,7% par rapport à l'année précédente et marquant la 18e année de croissance annuelle à 2 chiffres. Selon un récent rapport de l'Assemblée populaire nationale, la Chine a enregistré des progrès notables dans la protection des vestiges culturels depuis le 18e congrès national du Parti communiste chinois en 2012. Le gouvernement central a en effet affecté un total de 57 milliards de yuan, soit environ 8,78 milliards de dollars, pour la protection de ces dernières. Le pays a également renforcé les travaux archéologiques
en approuvant la mise en œuvre de plus de 7000 projets de fouilles archéologiques. Enfin, le rapport souligne des progrès constants réalisés en archéologie sous-marine. Plus de 180 000 pièces de reliques culturelles ont par exemple été exhumées du Ningrai, un cargo datant de la dynastie des Song, récupéré en mer de Chine méridionale en 2007. Les nouvelles espèces de dinosaures identifiées sont 2 herbivores sauropodomorphes, des quadrupèdes à long cou, baptisés Silurian sinensis, Silus signifiant route de la soie en mandarin, et Amititian xinjiangensis, en hommage à la région de la découverte, la région de Xinjiang. D'après l'étude des scientifiques publiée dans le magazine scientifique Reports, les fragments partiels de squelettes des géants permettent de déterminer une taille de plus de 20 mètres de long pour le Silurian et 17 mètres pour le Amitien. Ces fossiles sont la première preuve de la présence de dinosaures vertébrés dans cette région chinoise. La faune préhistorique pourrait donc être encore plus diverse que prévu. Ces 2 géants viennent s'ajouter à la longue liste des découvertes scientifiques chinoises de ces dernières années. Parmi celles-ci, une espèce de dinosaure volant muni de pouces opposables surnommés les monkeydactyles et de petits dinosaures semblables à des chauves-souris. Des chercheurs chinois ont intégré la fabrication de dispositifs d'affichage au processus de tissage des tissus, faisant ainsi franchir une nouvelle étape à la technologie portable. Fabriqués à partir d'un tissu électronique intelligent, ces textiles écrans peuvent fonctionner comme un écran à travers lequel les gens peuvent parcourir des informations, envoyer et recevoir des messages. Ces textiles sont composés de fibres de trames conductrices et de fibres de chaînes luminescentes pour former des unités électroluminescentes à l'échelle du micromètre au point de contact trame-chaîne. Lors d'expéditions polaires scientifiques ou d'explorations géologiques, une pression sur le vêtement souple affichera les informations de localisation en temps réel et pourra ainsi guider la navigation cartographique. De même, les personnes ayant des difficultés d'élocution pourront communiquer et s'exprimer de manière efficace et pratique avec des vêtements fabriqués à partir de ces textiles. Ces textiles écrans sont souples et respirants et résistent au lavage répété en machine, ce qui les rend adaptés aux applications pratiques, a déclaré le professeur Peng Yunsheng de l'université Fudan, qui a dirigé l'équipe de recherche. Selon ce même professeur, ce tissu permettra aussi de favoriser l'intégration et le développement rapide de la fabrication de textiles traditionnels et de l'Internet des objets, de l'interaction homme-ordinateur, des mégadonnées et de l'intelligence artificielle. Les résultats de la recherche ont été publiés en ligne le 11 mars dans la revue Nature. Depuis son ouverture, elle a attiré des millions de touristes du monde entier. La maison du panda de Xining a ouvert ses portes en 2019 et est la première maison du panda de la province du Ningrai dans le nord-ouest de la Chine. Xining, capitale de la province du Ningrai, se situe à plus de 2260 mètres d'altitude. Selon les experts, l'installation de pandas sur ce plateau peut aider à élargir l'aire de répartition de l'habitat adaptif de cette espèce. Un véritable havre de paix de 9000 m², composé d'espaces d'activité intérieurs et extérieurs indépendants et de sièges pour ces pandas. Chaque jour, les gardiens de zoo utilisent aussi un aliment prisé des pandas, comme les pommes, pour les inciter à faire de l'exercice. Un personnel aux petits soins donc, pour une espèce considérée comme un trésor national en Chine.